Je m'appelle Diana, j'ai 32 ans, et les mots qui m'ont finalement libérée m'ont été sifflés de l'autre côté d'un bar en acajou poli, le son perçant le murmure feutré du salon de l'hôtel le plus exclusif de la ville. Honnêtement, Marc, je ne sais pas pourquoi tu amènes ta petite œuvre de charité ici. Elle ne peut même pas se payer la garniture des verres, encore moins un verre entier. La voix appartenait à Chloé, la sœur de mon fiancé, ses lèvres retroussées dans un rictus familier de mépris. Mon fiancé, Marc, s'est contenté de gigoter mal à l'aise dans son costume sur mesure, offrant un faible gloussement en guise de défense. Il était l'image même de la richesse et du privilège, et moi, à leurs yeux, j'étais son projet personnel. Ils n'avaient aucune idée de qui j'étais vraiment. Ils voyaient une femme silencieuse, simplement vêtue, et supposaient qu'elle était pauvre, simple et malléable. Ils n'auraient pas pu se tromper davantage. Avant de continuer l'histoire, merci de vous abonner. Je dois atteindre les 1000 abonnés pour pouvoir vous apporter chaque jour des histoires comme celle-ci. Pour vous, ce n'est qu'un clic, mais pour moi, cela signifie énormément. Tout a commencé il y a 2 ans, une éternité me semble-t-il maintenant, dans un lieu aussi éloigné que possible de ce bar d'hôtel opulent. C'était un petit café indépendant, du genre avec des chaises dépareillées et l'odeur riche et envahissante des grains torréfiés flottant en permanence dans l'air. J'étais là pour un rare moment de calme, esquissant un organigramme logistique sur une serviette en papier pour mon entreprise, une société de transport et de logistique basée sur la technologie que j'avais bâtie de A à Z avec rien d'autre qu'un ordinateur portable et un prêt commercial terrifiant de par son montant. Nexus Flow était mon bébé, mon triomphe, et après 5 ans de travail acharné, elle devenait enfin un poids lourd dans un secteur dominé par de vieux hommes et des fortunes encore plus anciennes. Mais ce jour-là, je n'étais pas la PDG. J'étais juste Diana, une femme dans un pull et un jean confortable, essayant de démêler un problème de chaîne d'approvisionnement. C'est à ce moment-là que Marc est entré. Il était charmant, d'une manière désarmante, avec un sourire qui semblait sincère, et des yeux qui ne m'ont pas immédiatement scruté à la recherche d'une marque ou d'une étiquette de prix. Il a complimenté ma concentration, pas mon apparence, et nous avons parlé pendant 3 heures. Il m'a dit qu'il travaillait dans la finance, pour l'entreprise de sa famille, et moi, sur un coup de tête soudain et inhabituel, j'ai décidé de jouer un rôle. Je lui ai dit que j'étais chef de projet indépendante, un titre simple et vague qui expliquait mes horaires étranges et mon style de vie confortable, mais pas extravagant. Pourquoi ai-je fait ça? Parce que pour une fois, je voulais être sûre. Je voulais savoir si quelqu'un pouvait tomber amoureux de Diana, la personne, sans l'ombre intimidante et apparemment séduisante, de Diana Vince, la PDG. C'était un test, un secret que j'ai décidé de garder, pour voir si je pouvais trouver quelque chose de réel dans un monde devenu de plus en plus transactionnel. Il semblait si différent, si rafraîchissant. Il était captivé par ma prétendue simplicité, ma vie en dehors de la cage dorée qu'il habitait. Pendant un certain temps, un temps merveilleux et naïf, j'ai vraiment cru qu'il avait réussi le test. Il m'aimait pour moi, ou du moins c'est ce que je pensais. La vérité, comme c'est si souvent le cas, était bien plus compliquée et infiniment plus cruelle. Il n'aimait pas ma simplicité, il la fétichisait. C'était une toile sur laquelle il pouvait projeter sa propre générosité et son importance, une toile de fond qui le faisait paraître d'autant plus grandiose. Les premières fissures dans cette fantaisie soigneusement construite sont apparues peu de temps après, lorsqu'il a insisté sur le fait qu'il était temps pour moi de rencontrer sa famille. J'aurais dû le savoir à ce moment-là. J'aurais dû voir la lueur dans ses yeux, non pas de fierté, mais celle d'un gardien de zoo sur le point de montrer sa plus exotique, et donc sa plus pitoyable, acquisition. La présentation devait avoir lieu au domaine familial, un manoir tentaculaire qui ressemblait plus à un musée qu'à une maison, où chaque surface brillait de ce type de poli que seule une fortune générationnelle peut s'offrir. J'ai choisi ma tenue avec soin, une robe bleu marine simple mais élégante, quelque chose qui n'attirait pas l'attention mais qui ne détonnerait pas non plus. C'était une erreur. Pour eux, mon élégance discrète n'était qu'une robe simple et bon marché. Les parents de Marc, Richard et Eleanor, étaient polis d'une manière chirurgicalement précise. Leur sourire n'atteignait pas leurs yeux. Leurs questions étaient conçues pour me catégoriser et me placer dans leur hiérarchie sociale rigide. Chef de projet indépendante? Comme c'est intéressant. Y a-t-il beaucoup de stabilité là-dedans, ma chère? Demanda Eleanor, son ton dégoulinant d'une sollicitude fabriquée. C'est Chloé, cependant, qui s'est dispensée de tout faux semblant de politesse. Elle m'a toisé de la tête aux pieds, un soupçon de sourire suffisant flottant sur ses lèvres. « Marc, tu as toujours eu un faible pour les chiens errants, » avait-elle dit, assez fort pour que je l'entende alors qu'elle se tournait pour prendre un verre. Marc m'avait juste serré la main en chuchotant. « Elle est juste protectrice. N'y fais pas attention. » Mais j'y faisais attention. J'y faisais très attention.
C'était la première fois que j'entendais le terme « œuvre de charité » appliqué à moi, mais ce ne serait pas la dernière. Tout au long de cette longue et atroce soirée, j'ai été soumise à un barrage de micro-agressions. Il parlait de somptueuses vacances en Europe, puis se tournait vers moi pour me demander si j'avais déjà pris l'avion. Il discutait de ventes aux enchères d'œuvres d'art de plusieurs millions de dollars, avant de me demander quels étaient mes passe-temps, comme s'il s'attendait à ce que je dise le découpage de coupons ou le macramé. Marc, mon supposé partenaire, mon protecteur, ne faisait rien. Il se contentait de sourire de son sourire charmant, me tapotant parfois le bras comme pour dire « N'est-elle pas pittoresque ?» J'ai réalisé que je n'étais pas une invitée dans leur maison. J'étais le divertissement de la soirée. Les facilitateurs, Richard et Eleanor, préparaient le terrain avec leur civilité froide, créant un espace où la cruauté de Chloé pouvait s'épanouir sans contrôle. Ils n'avaient pas besoin d'être ouvertement méchants. Leur silence était une forme d'approbation, leur sourire placide une confirmation que j'étais, et serais toujours, une étrangère. Je suis rentrée chez moi ce soir-là en ressentant un froid qui n'avait rien à voir avec la météo. Mon simple test, mon désir d'être aimée pour moi-même, avait eu un effet contraire à celui que j'avais anticipé. J'avais réussi à cacher ma richesse, mais ce faisant, j'avais révélé leur vrai caractère. L'année et demie suivante fut une leçon magistrale de condescendance, et Marc en était le professeur principal. Il était le modèle parfait de l'exploiteur arrogant, un homme qui croyait que sa richesse le dotait d'un goût, d'une intelligence et d'un jugement supérieur en toute matière. Il n'a jamais dit « je suis meilleur que toi », mais ce sentiment était tissé dans la trame même de notre relation. Il adorait m'éduquer. Quand nous sortions manger, il m'expliquait le menu comme si j'étais analphabète, décrivant patiemment ce qu'était le foie gras ou pourquoi un certain accord mets-vins était essentiel. « Tu n'as probablement jamais mangé ça avant », disait-il d'un air magnanime. « Laisse-moi commander pour toi. » Il ne partageait pas une expérience, il m'en accordait une. Nos rendez-vous n'étaient pas des partenariats, c'étaient des cours particuliers. Il m'a emmenée à l'opéra, au ballet, dans des galeries d'art, et à chaque endroit, il fournissait un commentaire en continu, non pas pour partager sa passion, mais pour souligner ma prétendue ignorance. Il pointait les coups de pinceau sur un Monet, expliquant le mouvement impressionniste avec la patience soupirante d'un tuteur las. Il ne m'a jamais demandé mon avis, et si j'en offrais un, il souriait avec indulgence et disait « C'est une façon très simple de voir les choses, mais je vois ce que tu veux dire. » C'était exaspérant. J'avais un diplôme en histoire de l'art, ce qu'il n'a jamais pris la peine de demander, et j'avais siégé au conseil d'administration d'une importante fondation artistique pendant 3 ans. Je connaissais probablement mieux la provenance des tableaux dans la maison de ses parents qu'eux-mêmes. Mais dans son récit, j'étais une page blanche, et il était l'artiste. Cela s'étendait à toutes les parties de notre vie. Il m'y aidait, avec mes finances, examinant mes modestes relevés bancaires avec un froncement de sourcils inquiet, proposant de créer un fonds en fiducie pour moi, afin que je n'aie pas à me tracasser la jolie petite tête avec l'argent. Il n'offrait pas la sécurité, il offrait le contrôle. Le plus exaspérant était la façon dont il présentait tout cela comme de l'amour. « Je veux juste prendre soin de toi, Diana, » disait-il en prenant mon visage dans ses mains. « Tu as dû travailler si dur toute ta vie. Il est temps que tu laisses quelqu'un d'autre s'occuper des choses. » Il ne voyait pas ma compétence comme une force à admirer, mais comme un fardeau dont il pouvait me sauver. Il construisait une cage, dorée et confortable, mais une cage néanmoins, et il essayait de me convaincre que c'était un palais. Ses amis et sa famille, le chœur toujours présent des facilitateurs, adoraient cette dynamique. Cela renforçait leur propre sentiment de supériorité. Lors des fêtes, il racontait l'histoire de notre rencontre, l'embellissant pour me faire paraître encore plus comme une demoiselle en détresse, et ils roucoulaient et soupiraient tous sur à quel point Marc était merveilleux, quel grand cœur il avait. J'étais son accessoire, un témoignage vivant de sa générosité, et j'ai laissé faire. Pourquoi ? C'est la question, n'est-ce pas ? Une partie de moi s'accrochait encore à cette étincelle initiale, à l'homme que je pensais avoir rencontré dans le café, croyant qu'il était enterré quelque part sous les couches d'arrogance héritée. Et une autre partie de moi, plus honnête, était morbidement fascinée. J'étais une stratège, une PDG qui analysait les systèmes et identifiait les faiblesses. J'observais de près un système de privilèges et d'orgueil démesuré, et je commençais à voir les failles fatales dans sa conception. Leur plus grande faille était leur incapacité totale et absolue à me voir. Ils me regardaient et voyaient ce qu'ils voulaient voir, une fille simple, pauvre et reconnaissante. Ils n'ont jamais pensé à regarder de plus près. Ils n'ont jamais envisagé que je puisse être quelque chose de plus. Leur condescendance était leur angle mort, et je commençais à réaliser que cela pourrait être ma plus grande arme. L'humiliation n'a pas été un événement unique, mais un lent et constant goutte d'acide sur mon estime de moi. Cependant,
Il y a des moments qui ressortent, des moments qui brûlent plus vivement dans ma mémoire comme des panneaux indicateurs sur la route de mon émancipation finale. Le Noël de notre première année ensemble fut un de ces panneaux. J'avais passé des semaines à essayer de trouver le cadeau parfait pour ses parents. Qu'achète-t-on à des gens qui ont tout et qui croient mériter encore plus? J'ai opté pour quelque chose de personnel, quelque chose qui ne pouvait pas être acheté dans un grand magasin de luxe. J'ai commandé à un relieur de renom un magnifique volume relié en cuir de leur histoire familiale, avec des photographies restaurées que j'avais minutieusement recherchées et des arbres généalogiques que j'avais établis moi-même. C'était un cadeau de temps, d'efforts et de pensées sincères. J'en étais fière. J'étais une idiote. Le matin de Noël, lors de la grande réunion de famille, nous avons échangé nos cadeaux. Ils ont ouvert mon cadeau avec un manque d'enthousiasme manifeste. Richard a feuilleté quelques pages, son expression illisible. Éléanore l'a posé sur la table d'appoint sans un second regard. « Comme c'est artisanal, Diana, dit-elle, le mot artisanal, atterrissant avec le poids d'une insulte. Puis, ce fut leur tour. Ils m'ont présenté une petite boîte élégamment emballée. À l'intérieur se trouvait une carte cadeau pour un grand magasin de milieu de gamme. « Nous n'étions pas sûrs de tes goûts, ma chère, » intervint Chloé, une lueur malveillante dans les yeux. « Et nous avons pensé que c'était plus dans ta gamme de prix. Tu pourras t'acheter une jolie petite tenue. » La pièce était remplie du jugement silencieux et suffocant de leurs amis, les facilitateurs, qui soit détournaient le regard, soit offraient de faibles sourires apitoyés. Marc, comme d'habitude, a simplement pris la chose à la légère. « Ils sont juste pratiques, bébé, » a-t-il dit plus tard, comme si leur insulte calculée était une vertu. J'ai senti un nœud froid se former dans mon estomac. Ce n'était pas une question d'argent. J'aurais pu acheter tout ce grand magasin avec une erreur d'arrondi sur les bénéfices trimestriels de mon entreprise. C'était l'acte délibéré et malveillant de me remettre à ma place. Il me rappelait que j'étais l'œuvre de charité, celle qui recevait des cadeaux raisonnables et adaptés à son budget, pendant qu'il traitait d'héritage et de luxe. Une autre fois, nous étions à un dîner avec des collègues de Marc, de la société d'investissement de son père. La conversation s'est tournée vers le secteur de la logistique, un sujet que je connaissais sur le bout des doigts. Une grande compagnie de transport venait de rater un contrat énorme, et ils disséquaient tous l'échec. J'ai écouté tranquillement pendant un moment alors qu'ils débitaient des analyses prévisibles et superficielles. Finalement, incapable de me retenir, je suis intervenue. Le problème n'était pas la gestion de leur flotte, dis-je calmement. C'était leur logiciel de back-end obsolète. Ils ne pouvaient pas intégrer le suivi en temps réel avec leur système d'inventaire, créant une défaillance en cascade. Une entreprise comme Nexus Flow aurait géré cela avec des analyses prédictives. Le silence se fit à table. Tous les yeux se sont tournés vers moi. Marc avait l'air mortifié. « Diana, dit-il avec un rire forcé et apaisant, qu'est-ce que tu pourrais bien savoir sur les logiciels de back-end » Chloé laissa échapper un reniflement dans son verre de vin. « Elle est chef de projet, Marc. Je pense qu'elle veut dire qu'elle sait utiliser Microsoft Excel. » La table éclata d'un rire condescendant. J'ai senti mon visage rougir, non pas de gêne, mais d'une rage soudaine et clarifiante. Je venais de leur donner une analyse gratuite valant plusieurs millions de dollars, et ils m'avaient traité comme une enfant qui avait interrompu la conversation des adultes. C'est à ce moment-là que ma patience, une ressource que j'avais toujours considérée comme presque infinie, a commencé à se fissurer. La fascination que j'avais ressentie se transformait en dégoût. Je n'étais plus une observatrice dans une expérience. J'étais une victime dans une dynamique abusive, et le lent goutte à goutte d'acide commençait à ressembler à une inondation. Le tournant, le moment où le sol s'est vraiment dérobé sous mes pieds, n'est pas survenu dans leur opule manoir ou dans un restaurant chic, mais dans le bureau stérile et silencieux de mon avocate, Sarah. Sarah n'était pas seulement mon avocate, elle était mon amie, l'une des rares personnes dans ma vie qui connaissait toute l'histoire de Diana Vance, PDG de Nexus Flow, et de Diana, la chef de projet indépendante. Elle était mon alliée, la seule personne qui voyait l'injustice clairement et sans le prisme déformant du statut social. J'étais allée à son bureau sous prétexte de discuter d'une acquisition d'entreprise, mais la vérité, c'est que j'étais en train de m'effondrer. Assise en face de son bureau poli, je lui ai raconté la dernière litanie d'affronts, les remarques condescendantes, l'humiliation écrasante du dîner. Je lui ai tout dit, les mots sortant de ma bouche dans un torrent de frustration et de peine. J'ai terminé par une question qui me hantait depuis des mois. « Penses-tu qu'il m'aime, Sarah ? Penses-tu que tout cela est réel ?» Sarah s'est penchée en arrière dans son fauteuil, son expression un mélange de calme professionnel et de fureur personnelle. C'était une femme vive et pragmatique qui avait navigué toute sa carrière dans les bassins de requins de l'entreprise, et elle ne tolérait pas les imbéciles. Elle a écouté patiemment jusqu'à ce que j'ai fini, les doigts joints sous son menton. Puis elle m'a regardé, son regard direct et sans faille.
Diana, commença-t-elle, sa voix douce mais ferme, laisse-moi te demander quelque chose. Quand un biologiste étudie un scorpion, est-ce qu'il entre dans la cage avec lui pour mieux comprendre sa nature? Ou l'observe-t-il à une distance de sécurité, respectant ses caractéristiques inhérentes et potentiellement létales? L'analogie m'a frappée comme un coup de poing. Tu vis dans la cage, Diana, a-t-elle poursuivi. Tu y es entrée en espérant trouver une créature incomprise, mais tout ce que tu as trouvé, c'est un scorpion, agissant exactement comme un scorpion est censé le faire. Ce n'est pas de l'amour. C'est une dynamique de pouvoir. Mark ne te protège pas. Il te conserve comme un objet de collection. Il ne t'élève pas. Il te maintient au sol pour se sentir plus grand. Il ne te voit pas. Il voit un reflet de sa propre magnanimité. Ces mots étaient brutaux, mais ils étaient aussi libérateurs. Elle articulait les sentiments vagues et troublants que j'avais été incapable de nommer. Elle donnait un vocabulaire à ma douleur. Pouvoir, contrôle, exploitation. Elle était ma validation externe, la caisse de résonance confirmant que je n'étais pas folle, que je n'étais pas trop sensible. L'injustice était réelle. Alors, qu'est-ce que je fais? Ai-je murmuré, ressentant un profond désespoir. J'ai perdu 2 ans dans cette expérience. Non, pas du tout, a dit Sarah en se penchant en avant. Tu n'as rien perdu. Tu as recueilli des données. Dans ton monde, Diana, que fais-tu avec des données? Une étincelle de l'ancienne moi, la PDG, s'est ranimée. On les analyse, dis-je, ma voix se raffermissant. On identifie des schémas, on trouve les faiblesses du système, et ensuite on les exploite à son avantage. Un lent sourire s'est étendu sur le visage de Sarah. Exactement, a-t-elle dit, la plus grande faiblesse du système est son arrogance. Leur orgueil démesuré est ton levier. Ils t'ont remis le plan de leur propre déconfiture. La question n'est plus « qu'est-ce que je fais ?» La question est « qu'est-ce que tu veux faire ?» J'ai quitté le bureau de Sarah ce jour-là en étant une femme différente. La blessure était toujours là, mais elle était maintenant recouverte de quelque chose de nouveau. Une résolution froide, claire et silencieuse. La victime passive avait disparu. La stratège s'était réveillée. L'expérience n'était pas terminée. Elle entrait simplement dans sa phase finale et décisive. Le catalyseur de l'acte final est survenu environ 1 mois après ma rencontre avec Sarah. C'était notre 2e anniversaire, et Mark avait organisé une surprise élaborée. Il m'a emmenée dans un magnifique jardin botanique, dans un kiosque isolé rempli de ce qui devait être des milliers de roses blanches. C'était d'un romantisme à couper le souffle, une scène tout droit sortie d'un film. Et c'était ça le problème. Cela semblait mis en scène, impersonnel, un grand geste conçu pour un public, plutôt qu'un moment intime pour une partenaire. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur les pelouses parfaitement entretenues, il a posé un genou à terre. Il a brandi une boîte en velours, et à l'intérieur se trouvait une bague en diamant si grosse qu'elle en paraissait comique, un symbole tape, à l'œil de sa richesse. Mais ce furent ces mots, et non la bague, qui scellèrent son destin. « Diana », commença-t-il, la voix chargée d'une émotion répétée, « ces 2 dernières années, tu m'as montré un mode de vie plus simple, plus beau. Et maintenant, je veux te donner tout ce que tu n'as jamais eu. Je veux prendre soin de toi, te protéger. Je peux te donner tout ceci, dit-il en désignant vaguement les environs opulents, pour toujours. Tu n'auras plus jamais à te soucier de quoi que ce soit pour le reste de ta vie. Veux-tu m'épouser? C'était la demande en mariage la plus insultante et la plus condescendante que j'aurais pu imaginer. Il n'a pas dit « Veux-tu être ma partenaire ?» ou « Veux-tu construire une vie avec moi ?» Il a dit « Je peux te donner tout ceci. » Il m'offrait un emploi, pas un mariage. Le poste de Madame Mark Ainsworth, une dépendante salariée avec avantages sociaux. Mon silence a dû durer une fraction de seconde de trop, car une lueur d'anxiété a traversé son visage avant qu'il ne la masque rapidement avec son sourire charmant. Poussée par les mots de Sarah et ma propre clarté retrouvée, j'ai trouvé ma voix. J'ai dit oui, un oui, froid et calculé, qui sonnait comme une déclaration de guerre. Il a glissé la bague ostentatoire à mon doigt, et alors qu'il m'embrassait, je n'ai ressenti que le froid glacial de la détermination. La véritable bombe a été lâchée 1 semaine plus tard. Il m'a fait asseoir dans son bureau, une pièce lambrissée de bois sombre, et sentant le cuir et l'autosatisfaction. Il a fait glisser un épais document sur le bureau vers moi. « Juste une formalité, bébé », dit-il nonchalamment. Les avocats de ma famille l'ont rédigé, un contrat de mariage. Je l'ai pris, mes mains étaient stables. Je ne suis pas étrangère aux documents juridiques. J'avais négocié des contrats de plusieurs millions de dollars qui étaient 10 fois plus denses. J'ai commencé à lire. C'était un chef-d'œuvre d'humiliation juridique. Il stipulait qu'en cas de divorce, j'aurais droit à un paiement unique et dérisoire, une somme qui ne couvrirait même pas le budget café de mon entreprise pour 1 année. Il renonçait à tout droit sur les actifs, les propriétés
ou les revenus futurs de sa famille. Il y avait même une clause sur la propriété intellectuelle, stipulant que toutes les idées ou concepts que je pourrais apporter à l'entreprise de sa famille pendant notre mariage seraient considérés comme leur seule propriété. C'était un document conçu pour protéger une fortune d'un prédateur, d'une croqueuse de diamants. C'était un document qui criait « Nous savons ce que tu es, et nous gérons la menace ». J'ai lu chaque mot, mon expression soigneusement neutre. À l'intérieur, un feu faisait rage. C'était la dernière donnée dont j'avais besoin. C'était leur opinion brute de moi, codifiée en langage juridique. Ce n'était pas de l'amour. C'était une OPA hostile sur ma vie, et ils venaient de me montrer toute leur stratégie. J'ai levé les yeux du document, et j'ai souri, un sourire doux et docile que j'avais perfectionné au cours des 2 dernières années. « Bien sûr, Marc, » dis-je doucement. « Je comprends tout à fait. Je vais le signer. Après tout, je t'épouse pour toi, pas pour ton argent. » Le soulagement qui a envahi son visage était écœurant. Il avait été nerveux. Il avait réellement pensé que je pourrais m'y opposer, que sa petite œuvre de charité pourrait avoir l'audace de réclamer une plus grosse part du gâteau. Il n'avait aucune idée. Il venait de me donner le script de sa propre chute. À partir de ce moment, ma vie s'est divisée en 2 parties distinctes. Il y avait la Diana publique, la fiancée heureuse et reconnaissante du riche Mark Ainsworth, une femme flottant dans la vie, dans un état second de sécurité retrouvé. J'ai joué le rôle à la perfection. Je m'extasiais sur les préparatifs du mariage, je m'en remettais au goût supérieur de Chloé pour les lieux et les fleurs, et je participais à d'interminables dîners avec leurs amis, arborant mon sourire placide et agréable. J'étais un fantôme dans ma propre vie, une actrice dans une pièce où tout le monde, sauf moi, pensait que l'histoire était réelle. Le public, Marc et sa famille, étaient complètement captivés par ma performance. Ils voyaient ma soumission comme la preuve qu'ils avaient raison. Ils voyaient mon silence comme de la gratitude. Mon Dieu, l'ironie dramatique était si épaisse qu'on aurait pu la goûter. Pendant qu'ils étaient occupés à se féliciter de m'avoir domestiquée avec succès, la vraie Diana, la PDG, opérait dans l'ombre, orchestrant le mouvement le plus important de sa carrière. La seconde partie de ma vie, la vraie, se déroulait lors de conférences téléphoniques tardives, d'emails cryptés et de réunions secrètes avec mon conseil d'administration et Sarah. Le plan était audacieux, complexe et magnifique dans sa symétrie. Depuis des mois, Nexus Flow acquérait discrètement des actions d'un groupe hôtelier de luxe coté en bourse, un conglomérat qui possédait une chaîne d'hôtels haut de gamme, dont un joyau particulier dans sa couronne, l'hôtel Grand Majestic. Le Grand Majestic était un point de repère, un symbole de l'élégance du vieux monde et de l'exclusivité du nouveau. C'était aussi, par un délicieux coup du sort, le lieu de prédilection de la famille Ainsworth. C'était leur terrain neutre, l'endroit où ils allaient pour célébrer, pour voir et être vus. C'était la scène sur laquelle ils avaient joué tant d'actes de mon humiliation publique, et j'allais l'acheter. C'était une OPA hostile exécutée avec une précision chirurgicale. Nous avons exploité une faiblesse dans leur structure d'entreprise, profité d'une baisse de leur cours de bourse et fait une offre publique d'achat que leur conseil d'administration dispersé et désorganisé ne pouvait pas refuser. Les dernières étapes furent un tourbillon d'adrénaline et de concentration. Je dormais 4 heures par nuit, alimentée par le café et la perspective enivrante de la justification. Sarah était un roc, gérant les subtilités juridiques avec une efficacité impitoyable que j'admirais profondément. « C'est l'acquisition la plus magnifiquement vengeresse à laquelle j'ai jamais participé », m'avait-elle dit lors d'un appel tardif, et je pouvais entendre le sourire dans sa voix. La justice poétique n'est pas réservée au roman, mon ami. J'ai laissé Marc et sa famille planifier le mariage. Je les ai laissés discuter des arrangements floraux et des listes d'invités. Je les ai laissés débattre des mérites du saumon par rapport au bœuf pour la réception. Pendant qu'ils étaient occupés par ces futilités, je démantelais un empire et construisais le mien. Le contraste était exaltant. Un après-midi, Chloé m'a appelé, sa voix dégoulinant de condescendance, pour m'informer qu'elle avait réservé la salle de bal impériale du Grand Majestic pour notre fête de fiançailles. « C'est vraiment au-dessus de ta condition, Diana », a-t-elle ronronné, mais Marc a insisté. « C'est notre cadeau pour toi. Un petit avant-goût de la vie que tu es sur le point de mener. » Je me souviens tenir le téléphone, regardant par la fenêtre de mon bureau l'horizon de la ville, une ville où j'étais un acteur majeur, un capitaine d'industrie. « Merci, Chloé, dis-je, ma voix douce et reconnaissante. C'est incroyablement généreux de ta part. Je ne sais pas quoi dire. » Je savais exactement quoi dire, bien sûr. Je n'allais simplement pas le dire tout de suite. Je le gardais pour plus tard. Le plan était établi. La scène se préparait. Tous les acteurs se mettaient dans leur position finale, complètement inconscients du script révisé que je tenais entre mes mains.
L'acquisition finale du groupe hôtelier devait être finalisée un jeudi. La fête de fiançailles que Chloé avait si gracieusement organisée avait lieu le vendredi soir. Le timing était exquis, une tempête parfaite de ma propre création. J'ai passé ce jeudi dans un marathon de 12 heures de réunion, à signer des documents qui transféraient des milliards de dollars d'actifs et remodelaient une part importante du marché de l'hôtellerie de luxe. Quand j'ai finalement signé la dernière page, faisant officiellement de moi l'actionnaire majoritaire et la PDG de facto de tout le groupe, je n'ai pas ressenti une vague de triomphe. J'ai ressenti un calme profond et troublant. C'était le sentiment d'un maître d'échecs, voyant l'échec et mat 6 coups à l'avance. Le résultat était déjà certain. Il ne restait plus qu'à jouer les derniers coups inévitables. Ce soir-là, je suis rentrée dans le modeste appartement que j'avais gardé, celui que Marc pensait être mon univers entier. J'ai préparé ma tenue pour le lendemain soir. C'était une robe noire simple, élégante, mais délibérément sobre. Le genre de robe qui ferait lever les yeux au ciel à Chloé et la ferait murmurer sur mon manque d'imagination. Je l'ai assortie de bijoux simples, renonçant au diamant tape, l'œil que Marc m'avait donné, que j'avais déjà fait évaluer et trouvé d'une qualité étonnamment médiocre pour sa taille, une métaphore parfaite de Marc lui-même. Le vendredi, j'ai laissé Marc venir me chercher. Il s'est agité à propos de mon apparence. « Tu es sûr que c'est ce que tu veux porter, bébé ?» a-t-il demandé, un léger froncement de sourcils sur son visage. « C'est une grande soirée. Les Chandler et les Vanderbilt seront là. Tu ne veux pas avoir l'air déplacé. »« Je veux être à l'aise, » dis-je avec un sourire placide. « Et c'est moi. » Il a soupiré, le soupir d'un homme accablé par le mauvais goût de sa petite amie, et m'a tapoté la main. « D'accord, mais reste près de moi ce soir. » Le trajet jusqu'au Grand Majestic était surréaliste. Marc bavardait sur les gens que nous verrions, l'importance de faire bonne impression, me donnant un cours de dernière minute sur la façon de se comporter parmi les siens. Je l'ai ignoré, mes pensées concentrées sur le bâtiment que nous approchions. Mon bâtiment. Nous sommes entrés dans le hall, et la vague familière de condescendance m'a submergée. Le portier, qui connaissait Marc par son nom, m'a jeté un regard dédaigneux. La concierge a offert un sourire crispé et professionnel, qui n'atteignait pas ses yeux. Ils voyaient tous la même chose, le garçon riche et son œuvre de charité. Nous sommes montés au Monarch Lounge, le bar le plus exclusif de l'hôtel, où se tenait la fête de fiançailles. C'était encore plus opulent que dans mes souvenirs, une symphonie de bois sombre, de velours moelleux et de cristal scintillant. Chloé nous a accueillis à la porte, ses yeux balayant ma robe avec un dédain non dissimulé. « Oh, Diana, » dit-elle avec un soupir, « tu as essayé, c'est ce qui compte. » Elle nous a conduits à une grande banquette incurvée, où leurs parents et une douzaine de leurs amis les plus proches étaient déjà rassemblés. Les facilitateurs. Ils ont tous souri de leurs sourires vides et accueillants, les yeux remplis de la même curiosité apitoyée à laquelle j'étais devenue si habituée. J'ai pris ma place à côté de Marc, me sentant comme un prédateur qui venait d'entrer dans une tanière de proie sans méfiance. J'étais calme, j'étais prête. Le compte à rebours avait commencé. J'ai regardé autour de la salle, le personnel se déplaçant rapidement et efficacement, et mes yeux ont cherché une personne en particulier, la dernière pièce de mon plan, et puis je l'ai vu. Le chef barman, un homme nommé Alex. Je savais, grâce à mes recherches pour l'acquisition, qu'il travaillait à l'hôtel depuis 15 ans. C'était un professionnel, une institution, et, selon ma directrice des ressources humaines, il était sur le point de recevoir une promotion très importante. La première heure de la fête fut une répétition de tous les autres événements sociaux auxquels j'avais assisté avec les Ainsworth, mais en version amplifiée. La condescendance était à son paroxysme. Chloé menait la danse, régalant leurs amis d'histoire à peine voilés sur ma charmante naïveté. Elle a raconté une histoire où j'aurais été impressionnée par les robinets automatiques de leur salle de bain d'invités, une pure invention, et toute la table a gloussé avec indulgence. Elle est comme une enfant qui découvre le monde pour la première fois, a conclu Chloé, en me tapotant la main dans un geste de fausse affection. C'est tout simplement précieux. Marc, mon fiancé aimant, se prélassait simplement dans l'attention. Il était le prince bienveillant montrant à son humble jouvencelle les splendeurs du royaume. Des amis de ses parents venaient à la table pour offrir leurs félicitations, leurs yeux glissant sur moi comme si j'étais un meuble, avant de se concentrer sur Marc. « Bien joué, mon fils », a claironné l'un des amis corpulents de son père, en lui frappant l'épaule. « Tu t'es trouvé une jolie petite chose, simple, sans complications. Bien joué. » Chaque mot était une nouvelle bûche sur le feu qui brûlait en moi, mais mon visage est resté un masque de contentement serein. Je sirotais mon eau, je souriais quand on me souriait, et je ne disais rien. Mon silence était interprété comme de la docilité, comme une reconnaissance de mon statut inférieur.
Il n'avait aucune idée que c'était le silence d'un chasseur attendant le moment parfait pour frapper. La conversation s'est tournée vers les affaires, et le père de Mark a commencé à se plaindre d'une récente OPA dans la ville. Un nouvel acteur agressif, grogna-t-il. Nexus Flow, il s'appelle. Ils ont raflé tout le groupe hôtelier Grand Majestic. OPA hostile, sans pitié, aucun respect pour les anciennes méthodes de travail. Mes oreilles se sont dressées. J'ai pris une lente gorgée d'eau, les yeux fixés sur le visage de Richard Ainsworth. Mark a ricané. Probablement des jeunes loups de la Silicon Valley avec plus d'argent que de bon sens. Ils vont le mener à la ruine en moins d'1 an. Ces gens de la tech ne comprennent pas le luxe. Ils ne comprennent pas la classe. Oh, l'ironie. Elle était si riche, si puissante, que je pouvais presque la sentir sur ma langue. J'étais assise juste là, les gens de la tech, qu'ils rejetaient si nonchalamment, et ils étaient si aveuglés par leurs propres préjugés qu'ils ne pouvaient pas le voir. Le point culminant approchait, je pouvais le sentir. L'acte final était sur le point de commencer, et ce serait Chloé, dans toute sa cruauté glorieuse et arrogante, qui me donnerait l'ouverture parfaite. Elle m'avait observé toute la nuit, sa frustration grandissant face à mon attitude placide. Elle voulait une réaction. Elle voulait des larmes, ou de la colère, ou une confirmation de son pouvoir sur moi. Elle était sur le point d'en obtenir une, mais pas celle à laquelle elle s'attendait. Elle s'est penchée sur la table, sa voix un chuchotement de scène qui a porté à travers tout le groupe. « Tu es bien silencieuse ce soir, Diana. Est-ce que tout cela est un peu trop pour toi? Ne t'inquiète pas, tu t'y habitueras. Ou peut être pas. » Puis est venue la phrase. Celle que j'avais entendue au début de cette histoire, celle qui résonnait dans mon esprit. Elle s'est tournée vers son frère. « Honnêtement, Mark, je ne sais pas pourquoi tu amènes ta petite œuvre de charité ici. Elle ne peut même pas se payer la garniture des verres, encore moins un verre entier. » Le silence s'est fait à table. Même pour eux, c'était un coup d'une cruauté directe et choquante. Mark s'est contenté de gigoter, ce faible mouvement mal à l'aise qui était sa seule forme de défense pour moi. Il était sur le point d'offrir un gloussement apaisant quand j'ai enfin bougé. J'ai levé la main, un petit geste subtil, et j'ai attiré l'attention du chef barman, Alex, qui se tenait à proximité, observant toute la scène avec une expression tendue. Chloé a vu mon geste et a laissé échapper un rire court et sec. « Oh, regardez !» a-t-elle annoncé à la table, sa voix dégoulinant d'une joie venimeuse. Elle a enfin craqué. Elle essaie d'obtenir un verre gratuit du personnel. Je suppose que c'est la seule façon pour elle d'en avoir un dans un endroit comme celui-ci. Ses amis ont ricané, leurs yeux remplis d'un amusement cruel. Mark avait l'air profondément embarrassé, non pas par le comportement de sa sœur, mais par le mien. « Diana, ne fais pas ça », a-t-il sifflé à voix basse, en posant une main sur mon bras. Je l'ai ignoré. Mes yeux étaient rivés sur Alex, qui s'approchait maintenant de notre table. Il se déplaçait avec un professionnalisme calme qui semblait aspirer l'air des environs immédiats. Il ne marchait pas comme un barman, il marchait comme un cadre supérieur. Il a complètement contourné Chloé et Mark, son attention entièrement portée sur moi. Chloé, furieuse d'être ignorée, a lancé sèchement « Excusez-moi, nous ne vous avons pas appelé ». Alex ne lui a même pas jeté un regard. Il s'est arrêté à côté de moi, inclinant légèrement la tête en signe de respect. « Madame Vance », dit-il, sa voix claire et assurée, perçant le silence soudain de la table. « Bienvenue au Grand Majestic. Nous ne vous attendions pas avant la réunion de la direction demain matin. J'espère que tout est à votre convenance ?» Le nom Madame Vance est resté en suspens dans l'air, une grenade dégoupillée. J'ai vu une lueur de confusion sur le visage de Mark. Vance. Mon nom de famille. Un nom qu'il avait entendu mais jamais associé à quoi que ce soit d'important. Il ne comprenait toujours pas. Chloé, cependant, redoublait d'arrogance. « Madame Vance ?» ricana-t-elle. « Qui est Madame Vance ? Son nom est Diana Monroe. Êtes-vous sourd ? Maintenant, allez nous chercher une autre bouteille de champagne. Le bon, si vous savez ce que c'est. » Alex est resté impassible. Il a finalement tourné lentement la tête pour regarder Chloé, son expression empreinte d'une pitié polie et professionnelle. « Mes excuses, madame, » dit-il son ton glacial. Je m'adressais à la nouvelle propriétaire de cet hôtel et PDG de la société mère qu'il a acquis hier après-midi, Madame Diana Vance. Il s'est ensuite tourné de nouveau vers moi. Encore une fois, Madame Vance, mes sincères félicitations pour l'acquisition. Un coup vraiment brillant. Le personnel est en effervescence à l'idée de la nouvelle direction. La bombe avait explosé. Le silence qui a suivi était absolu. C'était une chose physique, une lourde couverture qui étouffait tous les bavardages, toute la musique, tous les rires suffisants. J'ai regardé la couleur quitter le visage parfaitement maquillé de Chloé, laissant derrière elle une toile blafarde et marbrée de choc. Sa mâchoire, qui arborait un sourire triomphant quelques instants auparavant, pendait maintenant mollement. Ses yeux, grands,
et fixe, allait d'Alex à moi et vice-versa, incapable de traiter l'information. Marc était figé à côté de moi, sa main toujours sur mon bras, mais maintenant elle ressemblait moins à une contrainte qu'à l'emprise désespérée d'un homme qui se noie. Son sourire charmant avait disparu, remplacé par un masque d'incrédulité bouche bée. Son cerveau était visiblement en court-circuit, essayant de réconcilier les deux Diana, la simple chef de projet sans le sou qu'il pensait sauver, et la puissante PDG qui venait d'acheter le sol même sur lequel il était assis. Les facilitateurs, leurs amis et leurs parents, ressemblaient à une volée d'oiseaux effarouchés, leurs expressions un mélange comique de confusion, d'horreur et d'une panique naissante et servile. Ils réalisaient qu'ils avaient misé sur le mauvais cheval de la manière la plus spectaculaire qui soit. C'était tout ce que j'avais imaginé, et plus encore. Le silence doux et satisfaisant de leur monde mit complètement sens dessus-dessous. Le silence s'est étiré pendant ce qui a semblé une éternité, avant que je ne prenne enfin la parole. Ma voix, quand elle est venue, n'était ni forte ni en colère. Elle était calme, précise et froide, comme la glace. « Merci, Alex », dis-je en lui adressant un petit signe de tête reconnaissant. « Tout est parfaitement satisfaisant, pour l'instant. Vous pouvez attendre mon équipe de direction pour la réunion préliminaire à 9 heures précises demain matin. Veuillez vous assurer que la salle de conférence principale est prête. »« Bien sûr, Madame la PDG, dit-il, le titre atterrissant avec la force d'un coup de marteau. Il fit un dernier signe de tête et se retira avec la même dignité tranquille, laissant un champignon de dévastation dans son sillage. Je tournai lentement mon regard vers les visages stupéfaits autour de la table, savourant le tableau de choc et d'horreur. J'ai laissé mes yeux se poser d'abord sur Chloé. Elle était pâle, tremblante, me regardant comme si elle venait de voir un fantôme. « Œuvre de charité ?» demandai-je doucement, laissant les mots flotter dans l'air. « C'est comme ça que vous m'avez appelé ? Un choix de mots intéressant, considérant que ma fondation caritative a donné plus l'année dernière que l'entreprise de votre père n'a fait de bénéfices. » Je me suis ensuite tournée vers les parents de Marc, Richard et Eleanor, qui me fixaient avec un respect nouveau et désespéré. « Et un cadeau artisanal », dis-je en regardant Eleanor. « Vous aviez raison. Il a fallu beaucoup d'artisanat pour orchestrer une opération de rachat par endettement de tout ce groupe hôtelier juste sous votre nez. Mais j'ai eu un peu d'aide. Mon petit boulot de chef de projet pour ma propre entreprise, Nexus Flow, m'a donné toutes les ressources dont j'avais besoin. Finalement, je me suis tournée vers Marc, mon fiancé. Il me regardait, la bouche s'ouvrant et se fermant silencieusement, comme un poisson hors de l'eau. Le charme s'était évaporé, révélant l'homme faible et terrifié en dessous. « Marc, dis-je, ma voix dénuée de toute émotion. Tu voulais me donner tout ceci, dis-je en désignant la salle opulente. C'est une offre généreuse, mais comme tu peux le voir, je l'ai déjà. Je l'ai acheté hier. » J'ai commencé, lentement et délibérément, à faire glisser la bague de fiançailles tape, à l'œil de mon doigt. C'était comme muet. « Tu as dit que je n'aurais plus jamais à me soucier de quoi que ce soit pour le reste de ma vie, continuai-je, ma voix égale. Tu avais raison sur ce point, mais pas de la manière que tu imaginais. Et ceci. » Je pris l'épais contrat de mariage qui était encore sur la table, un monument à leur arrogance. Je le tins en l'air pour qu'ils le voient. Ce document est une œuvre fascinante. Il est construit sur une seule prémisse erronée, que j'avais besoin de toi, que j'avais besoin de ton argent. Une erreur de calcul fatale. Je posai l'énorme bague en diamant carrément sur le document. Un symbole de son pouvoir, maintenant rendu sans valeur. Le contrat de mariage ne sera pas nécessaire, dis-je avec une finalité froide. Il n'y aura pas de mariage. Je me suis levée, mes mouvements fluides et sans hâte. Tout le bar était maintenant silencieux, regardant le drame se dérouler. J'ai regardé une dernière fois les débris de la fierté de la famille Ainsworth. « Tu vois, Marc, dis-je, assénant le coup de grâce final. Tu ne voulais pas d'une partenaire. Tu voulais un animal de compagnie, et tu as fait l'erreur classique de tous les imbéciles arrogants de l'histoire. Tu as sous-estimé ton adversaire. Profiter de la fête, c'est pour moi. » Je me suis retournée sans un mot de plus et je suis partie. Je n'ai pas regardé en arrière. Je pouvais sentir le poids de leur regard collectif sur mon dos, un mélange de choc pur et non dilué, et d'une horreur naissante et écœurante. La courte marche de leur table à la sortie du salon m'a semblé le voyage le plus long et le plus satisfaisant de ma vie. Chaque pas était une réappropriation de mon propre pouvoir, de ma propre valeur. En passant devant le bar, Alex, le barman, mon complice involontaire, a attiré mon regard. Il m'a fait un signe de tête subtil, presque imperceptible, en signe de respect. Je lui ai souri en retour, un sourire sincère, pour la première fois depuis ce qui m'a semblé être des années. Il n'était pas seulement un employé.
Il était l'allié qui m'avait tenu la porte ouverte pour mon évasion, la force extérieure qui avait validé ma réalité devant mes bourreaux. L'air frais de la nuit m'a frappé en sortant de l'hôtel, et j'ai pris une profonde inspiration purificatrice. Les lumières de la ville semblaient plus vives, les sons plus nets. C'était comme si un filtre avait été retiré de mes sens. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le numéro de la seule personne à qui je voulais parler. « C'est fait », dis-je, quand Sarah a décroché. Le scorpion a été remis dans sa cage. Je pouvais entendre le rire triomphant à l'autre bout du fil. « Raconte-moi chaque détail, Diana. Je veux entendre le bruit que leurs mâchoires ont fait en heurtant le sol. » Et je l'ai fait. Je lui ai raconté toute la scène alors que le taxi m'emmenait loin du Grand Majestic, mon hôtel, mon trophée, mon monument à leur orgueil démesuré. Les retombées, comme Sarah me l'a rapporté plus tard avec jubilation, furent rapides et spectaculaires. L'histoire de la désastreuse fête de fiançailles s'est répandue dans leur cercle social d'élite comme une traînée de poudre. Les Ainsworth sont devenus la risée de tous. Chloé, qui avait bâti toute son identité sur le fait d'être une reine de la société, a été socialement anéantie. Les personnes qu'elle avait autrefois terrorisées se moquaient maintenant ouvertement d'elle. Elle m'avait traité d'œuvre de charité, et maintenant elle était l'objet de la pitié. Une justice poétique, en effet. Mark, comme on pouvait s'y attendre, a essayé de sauver les meubles. Il m'a appelé des dizaines de fois. Il a envoyé des flots de SMS, oscillant sauvagement entre des excuses pathétiques et des accusations colériques. « Comment as-tu pu me tromper comme ça ?» disait un message. Le manque de conscience de soi était presque impressionnant. Il ne comprenait pas que c'était lui qui avait vécu dans un mensonge. Le mensonge de sa propre supériorité. Je n'ai jamais répondu. J'ai bloqué son numéro et j'ai demandé au cabinet de Sarah d'envoyer une lettre de mise en demeure aux avocats de sa famille, une démarche professionnellement mesquine et personnellement satisfaisante. Les facilitateurs, les soi-disant amis qui avaient observé mon humiliation avec amusement, ont soudainement commencé à essayer de me contacter. J'ai reçu des invitations à déjeuner, des emails louant mon sens des affaires, des tentatives transparentes de s'attirer les faveurs du nouvel acteur puissant de leur monde. Je les ai tous supprimés sans une seconde pensée. Leur silence quand j'étais au plus bas était toute la réponse dont j'avais besoin de leur part. Ma véritable célébration ne résidait cependant pas dans leur chute. C'était un dîner tranquille avec Sarah une semaine plus tard, dans un petit restaurant italien sans prétention, le genre d'endroit que Mark aurait méprisé. Nous avons levé un verre de vin, non pas à la vengeance, mais à la liberté. À la fin de l'expérience, apporter un toast Sarah, et au début de l'Empire. Je ne m'étais jamais sentie autant moi-même. Des mois ont passé depuis cette nuit. 15 mois, pour être exact. La vie maintenant est paisible. C'est un mot que je n'aurais jamais pensé associer à moi-même, une femme qui s'épanouit dans le rythme incessant des affaires et de l'innovation. Mais c'est une paix profonde et retentissante qui vient du fait de vivre une vie authentique. Le Grand Majestic, sous ma direction, est plus prospère que jamais. Je ne l'ai pas vidé de sa substance, comme Mark l'avait prédit. J'y ai investi. J'ai promu en interne, à commencer par Alex, qui est maintenant le directeur des opérations pour l'ensemble du groupe hôtelier. Nous avons modernisé les systèmes, amélioré le service et honoré l'héritage de l'endroit tout en le guidant fermement vers l'avenir. Je dirige mon entreprise non pas avec arrogance, mais avec la confiance tranquille qui vient du fait de savoir exactement qui l'on est et de quoi l'on est capable. Mes journées sont remplies de défis et de décisions stratégiques, de construction d'équipe et de création de valeur. C'est la vie que je me suis bâtie, celle que j'ai failli abandonner pour une imitation creuse de l'amour. Je pense parfois à Mark et Chloé, plus avec colère, mais avec une sorte de pitié détachée. Ils étaient piégés dans un système de leur propre fabrication, une prison de préjugés et de privilèges. Ils ne pouvaient pas voir au-delà de la surface des choses, et à la fin, ce fut leur perte. Ils ont pris ma robe simple pour un esprit simple, mon attitude tranquille pour un manque d'ambition. Ils étaient si occupés à me mépriser qu'ils ne m'ont jamais vu m'élever au-dessus d'eux. L'expérience m'a appris une leçon précieuse. Il ne faut jamais, au grand jamais, atténuer sa propre lumière pour que quelqu'un d'autre se sente à l'aise ou puissant. Cacher mon succès, mon intelligence, ma vraie nature, ne m'a pas protégée. Cela les a encouragés. Cela leur a donné la permission de me définir, de me mettre dans une case qui convenait à leur récit. Le moment où j'ai choisi d'être moi-même, sans excuse et complètement, a été le moment où je suis devenue invincible. Mon nom est Diana Vance, j'ai 33 ans. Je suis la PDG d'une société de plusieurs milliards de dollars. Et je suis libre. Je ne suis le projet de personne, l'œuvre de charité de personne et l'animal de compagnie de personne. Mon histoire n'est pas une histoire de vengeance, pas vraiment. C'est une histoire de réappropriation.
Il s'agit de reprendre son propre récit à ceux qui essaieraient de l'écrire pour vous. Il s'agit du pouvoir tranquille et inébranlable qui vient de la connaissance de sa propre valeur, même quand personne d'autre ne la connaît. Et cela, c'est une paix et un pouvoir qu'aucune somme d'argent ne pourra jamais acheter.